Aujourd'hui à Info7 en ce 2 février 2024, l'expédition Premières Nations de passage dans notre région. Retour sur la journée Luttons contre la pauvreté en Haute-Côte-Nord. La FADOC lance le prix Hommage Angèle Bouchard en son honneur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles. L'expédition Premières Nations était de passage chez nous pour leur 2e édition cette année. Une expédition réalisée du 27 au 10 février sur plus de 3250 km à parcourir en motoneige. Un événement avec la participation de plusieurs membres de diverses communautés autochtones et d'allochtones de plusieurs MRC du Québec. On écoute M. Christian Flamand, coordonnateur de l'événement, nous en parler. Bien, écoutez, c'était une expédition qui avait commencé l'année dernière. L'année passée, on avait fait vraiment dans des portions hors piste. Puis on avait décidé de visiter les communautés du Nord l'année dernière. On est parti de la communauté Atikamekw de Manoine, dont Mme Feu George Chacon est née, symboliquement pour justement faire passer le message de la réconciliation. Puis on est parti de là du nord, du sud au nord. On a traversé la province de Québec de Chassébie jusqu'à Shefferville. On est descendu à Fermont jusqu'à Ouachat-Macmariu-Talam. Ça a totalisé pas loin de 4275 km. Puis cette année, on avait décidé de faire une 2e édition. Puis encore dans le cadre de la réconciliation, parce qu'à quelque part, il fallait fermer quelque part la boucle de la réconciliation, puis d'amener le feu sacré. Surtout, on voulait interpeller beaucoup les gens des Premières Nations à commencer à faire des prises de conscience collectives dans les communautés, parce que ça faisait plusieurs années qu'on entendait parler au niveau politique, au niveau dans les communautés autochtones, autant au Canada, on parlait beaucoup de la réconciliation, mais à quelque part, c'était plus politique, mais là, on ne voyait pas des plans d'action qui se faisaient à travers les communautés au niveau de la réconciliation. Puis à un moment donné, on a interpellé le mot réconciliation pour dire, à quelque part, on est politicien. Écoutez, il faut faire de quoi plus élevé au niveau de la réconciliation. Puis en même temps, on va lui faire passer le message des communautés en amenant aussi l'aspect culturel et spirituel à travers les communautés, à travers les nations. C'était important d'aller chercher un éveil spirituel au niveau de la réconciliation, au niveau de toutes les nations du Québec. C'était ça la mission primaire. Est-ce que vous avez remarqué une différence? Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement? Oui, effectivement, il y a des communautés qu'on voit que le mot réconciliation, c'est plus fort. Il y a certaines communautés, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que c'est pas juste dans une intervention qu'on va voir le résultat, mettons, à long terme, à moyen terme, à court terme. Mais c'est un travail et c'est pour ça cette année, on part de Pet-Summit à Issipit, ainsi de suite. On fait le tour de l'Abitibi, on va être à Témiscamingue, on va finir ça à Québec. C'est important d'interpeller cette année. On avait décidé d'être plus à proximité aussi, pour que le message puisse passer plus fort. Puis que les communautés aussi voient une deuxième fois qu'on rebondit encore à faire passer le message de la réconciliation. De plus en plus, on voit dans les communautés qui commencent à avoir des résultats significatifs au niveau de la réconciliation. Il y a des nouveaux leaders, surtout les femmes qui commencent à rentrer, comme je pourrais dire, comme chefs. Puis de plus en plus, ces femmes-là sont plus maternelles, sont plus protectrices. Puis on sait que cette année, la thématique, c'est la réconciliation vers la guérison. Quand on parle de guérison, on sait que dans les communautés, il y a beaucoup de difficultés sociales. On rencontre beaucoup le taux de suicide dans les communautés, on n'en parle pas assez. C'est tellement élevé. Puis c'est un peu ça qu'on veut porter le message d'espoir, de dire à les communautés, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui croient à ça. Puis on vient donner à quelque part aussi une petite tape sur les épaules à tous les leaders, là, ceux qui travaillent, autant les policiers, les travailleurs sociaux, tous ceux qui sont dans cette sphère-là, comme les aidants naturels. On vient à quelque part leur donner un message, leur donner une tape sur les épaules, leur dire « Écoutez, on est là, on vous écoute. »
Puis on est conscient collectivement qu'il faut qu'on travaille ensemble. C'est le message qu'on veut passer à travers du message de la réconciliation vers la guérison. Vous parliez que les femmes, il y a maintenant des femmes chefs. C'est Mme Viviane Shelton qui est la présidente d'honneur cette année. Est-ce que c'est parce qu'elle est chef que vous l'avez choisie ou c'est pour une autre raison? Non, écoutez, Viviane, en plus, l'année dernière, elle a été participante dans l'expédition, elle a été une ambassadrice, puis elle a continué à travailler dans ce cheminement-là, avec cette vision-là, parce que, comme on disait la dernière fois qu'on a discuté, c'est un travail de longue haleine, puis il y a beaucoup d'efforts encore à faire au niveau des communautés, puis on a besoin de tout le monde. Puis Viviane est très fière, là, actuellement, comme on parlait tantôt, on écoutait le discours du maire de Décipit, puis le chef de Décipit, c'est-à-dire que la communication est importante. Puis c'est un peu ça que Viviane a vu implanter, elle aussi, un plan de communication, justement pour, quand je pourrais dire, faire du rapprochement plus communautairement. Mais c'est ça qu'il faut se baser aujourd'hui. Je pense qu'il faut changer notre philosophie de leadership. Notre leadership, il faut le baser vraiment sur un plan de communication. Autant avec les communautés, ça va, quelque part, je pourrais dire, atténuer un petit peu le phénomène de clan qu'on vit dans les communautés, de favoritisme, etc. C'est pour ça que le mot réconciliation, hein, c'est un mot, c'est pas juste 3-4 syllabes, là, je pourrais dire, c'est un grand mot qu'il faut travailler à long terme. Vous n'avez pas juste des Autochtones dans votre expédition, vous avez aussi des Allochtones. Est-ce que c'est voulu, puis pourquoi c'est important pour vous? C'est très important d'aller chercher nos confrères et consorts autochtones là-dessus, de les sensibiliser, de faire connaître qui nous sommes, d'où ce qu'on vient, c'est quoi notre histoire, de leur partager un petit peu notre patrimoine social, notre patrimoine culturel et aussi spirituel. C'est important qu'on les connecte avec nous pour qu'ils apprennent à nous connaître parce que c'est pas normal encore en 2024 qu'on nous dise on a-tu le droit d'aller vous voir dans vos communautés parce que c'est encore le discours qu'on rencontre aujourd'hui. Puis je pense que ça leur fait du bien parce que ça va être des bons ambassadeurs. Puis en même temps, ça crée des liens, c'est des belles échanges culturels pour eux. Puis c'est à ce moment-là qu'on a besoin de ces gens-là parce que ça va nous créer pour nous aussi des liens d'amitié. C'est le but de la mission aussi. Est-ce que vous en avez beaucoup? Oui, on a beaucoup cette année, oui. On a beaucoup. Écoutez, on est 56 participants, puis on est pas mal 50-50 dans le thème angliciste, c'est pas mal divisé 50-50-55. Ouais. Bien, M. Flamand, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Je sais que vous êtes très fatigué, que tout le monde est fatigué, parce que ça vient juste de commencer. On vous souhaite un beau parcours puis une belle réconciliation. On se souhaite à tous une belle réconciliation. Je vous remercie beaucoup. Miigwech Matsashi. Merci beaucoup. Le chef Martin Dufour ainsi que le maire des Escoumins, André Desrosiers, ont tenu à souligner la bonne entente des dernières années. Nous autres, la réconciliation a commencé il y a à peu près une dizaine d'années. Okay? La base de tout ça, c'est vraiment le respect, la cohabitation harmonieuse avec les autres. Puis on a également, au cours des années, à force de se parler, on a eu un lien de confiance qui s'est créé. Et maintenant, on est rendu qu'on fait des projets ensemble pour l'ensemble des citoyens des Escoumins, mais aussi des membres des citoyens. On ne peut pas changer le passé, mais par contre, on peut changer l'avenir, mettre un avenir meilleur, parce qu'on a tous les mêmes ambitions. On veut que nos enfants là, soient capables de s'épanouir, on veut que nos personnes les plus âgées aussi, on soit capable de les faire vivre là, en santé le plus longtemps possible avec nous. Puis je pense que ça passe là, par la communication. La communication, c'est le secret de tout. Tu sais, je peux pas dire qu'on est tout le temps d'accord quand on se parle, mais on n'arrête jamais de se parler, puis on finit par se comprendre, puis de trouver des compromis, chacun de notre bord. C'est de même qu'on avance. Aujourd'hui, je suis fier. On a fait le premier projet, quand je suis devenu maire, la première journée, j'ai été voir Martin dans son bureau, j'ai dit « Martin, on va régler nos dossiers de eau potable puis des égouts. » Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus d'entente. On a travaillé là-dessus. Au bout de 6 mois, on réglait notre dossier de l'eau potable, des égouts. On fait ce voyage-là, la thématique, c'est la guérison.
Quand on parle de guérison, il faut se travailler soi-même en tant qu'individu. On est tous parents, on est tous grands-parents, on est tous des mononcles, on est tous des matantes, des nièces, cousins, cousines. On a toutes une grande responsabilité envers tous et chacun. Et vous savez que la famille est importante. On a perdu beaucoup de personnes d'êtres chers. Il y en a beaucoup qui font cette expédition-là pour une raison, c'est de cheminer vers la guérison, de partager le grand territoire avec nos ancêtres, avec le grand esprit. Des fois, j'écoute parler, des fois, j'ai l'oreille fine. Des fois, on pense que j'écoute pas, mais j'écoute beaucoup. Mais j'entends parler beaucoup de personnes, mais autant les jeunes. C'était la journée Luttons contre la pauvreté en Haute-Côte-Nord le 23 janvier dernier à Longrive auprès d'une soixantaine de personnes de divers secteurs. La journée a débuté avec des ateliers d'activités populaires tels qu'en expérimentant les inégalités sociales ainsi que l'écoute de témoignages recueillis au préalable en collaboration avec le service de travail de rue du Centre de dépannage des Nord-Côtiers. Et en après-midi, un panel est venu discuter des facteurs contribuant à la pauvreté afin de briser les mythes. On a calculé que le revenu viable pour une personne seule en Haute-Côte-Nord, ça va de 37 622 $ à Forestville à 38 700 $ à Longrive. Et pour une famille monoparentale, donc une mère monoparentale avec un enfant, c'est de environ 49 000 à Forestville à 52 000 à Longrive. Et pour un ménage de 4 personnes, c'est-à-dire 2 adultes, 2 enfants, ça va de environ 77 000 à Forestville à environ 82 000 à Longrive. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est toujours à Forestville que le revenu viable est le moins élevé, donc que ça coûte moins cher pour vivre, et c'est à Longrive que ça coûte plus cher. Ce qu'on constate aussi, c'est que les communautés où le revenu viable est le plus élevé sont très souvent aussi les plus dévitalisées. Donc, on se retrouve dans une situation qui est particulièrement difficile dans un endroit comme la Haute-Côte-Nord parce que le coût de la vie est plus élevé et les revenus sont plus bas. Donc, c'est comme un double impact sur la vie des gens. Donc, la pauvreté en Haute-Côte-Nord, c'est la faute à qui? En fait, c'est une question vaste. Il y a beaucoup de facteurs, mais un des facteurs qui me paraît important, c'est la désindustrialisation. La désindustrialisation, en fait, c'est un long mot pour parler du phénomène de fermeture d'usines. Donc, c'est quelque chose qui a été vécu ici en Haute-Côte-Nord avec la crise de l'industrie forestière. Si je ne me trompe pas, en 2007, il y a eu une scierie qui a fermé ici, il y en a une qui a fermé à Forestville. L'industrie forestière fournissait quand même des emplois stables, assez bien payés, permanents. Donc, la perte de ces emplois-là, ça a vraiment été un coup dur pour la région. L'industrie saisonnière, on pourrait dire que c'est un facteur de pauvreté. Les municipalités qui dépendent moins de l'industrie saisonnière s'en sortent un peu mieux. Donc, je donnais l'exemple des Escoumins, où est-ce qu'il y a plus d'emplois dans les services. C'est tout simplement parce que quand on travaille dans la pêche ou dans le tourisme ou dans l'agriculture, ben, on a un emploi une partie de l'année, mais le reste de l'année, on est forcé de dépendre du chômage. Puis le chômage, ben, c'est seulement 55 % de notre revenu d'emploi. Donc, souvent, c'est pas assez pour vraiment subvenir pleinement à ses besoins. Si on dit quelle est votre perception des personnes assistées sociales, elle va être plus favorable que si on dit quelle est votre perception des BS. C'est le même monde. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, mais on a quand même, c'est 50 % de la population. Donc, il y a 50 % des gens qui disent « Moi, j'ai pas une bonne perception des personnes assistées sociales. » Ça fait réfléchir. Comment ça coûte la pauvreté? Y a-t-il quelqu'un qui l'a chiffré? Hein? Ça coûte plus cher la pauvreté que de lutter contre la pauvreté. Donc, c'est quoi ce truc-là de vouloir maintenir une population dans des situations de pauvreté alors qu'on sait que
mathématiquement, ça nous coûte plus cher. Et gars, je vais revenir sur la question de l'assurance chômage. Ça coûte rien. Ça coûte rien à l'État, l'assurance chômage. Ils ne mettent pas de scène là-dedans. C'est les travailleurs, les travailleuses, les travailleurs, les employeurs qui cotisent à cette caisse-là, qui se font voler des milliards à toutes les années. Donc, oui, c'est la faute à qui? Je pense que de poser la question, c'est y répondre. Les coûts à la société, puis aux personnes aussi, parce que c'est en termes d'espérance de vie, en termes de santé, tout. Il y a plein d'enjeux, en fait, que la pauvreté cause, alors que ça serait beaucoup moins cher, ça serait beaucoup plus pragmatique et économique de lutter contre la pauvreté puis de l'éliminer, en fait, comme société. Ça nous coûterait moins cher à toute la gang, en réalité. Puis ça coûterait moins cher aux personnes qui la vivent aussi. Il y a toute le paradoxe de la botte, je sais pas, quand on n'a pas beaucoup de... Moi, j'ai passé par des phases où est-ce que je me demandais comment j'allais me payer des bottes d'hiver. Là, tu n'as pas le choix, tu t'achètes la botte la moins chère, mais tu sais qu'elle va pas t'offrir jusqu'à l'hiver prochain. Fait qu'il va falloir que tu en rachètes une autre paire. Ça finit par te coûter très cher de bottes d'hiver, finalement. Le regroupement des partenaires souhaite que cet événement permette de donner un nouvel élan à la mobilisation pour mettre en œuvre des actions concrètes pour assurer de meilleures conditions aux citoyens de la région. Le gouvernement n'est pas capable de comprendre qu'une société qui est riche, c'est une société qui est riche de tout son monde. Et ça, ils ne sont pas capables de se rentrer ça dans la tête. Pour eux autres, c'est des décisions purement économiques. Par contre, ils sont capables de donner des milliards à Bombardier, qui se virent de bord et qui revendent nos produits aux États-Unis, pratiquement le donner. Ils sont capables de donner des milliards à des compagnies qui arrivent d'Europe pour venir installer, pour nous faire des batteries, pour mettre des charges électriques. Ils sont capables de donner des milliards, 10, 15, 20, 30 milliards, on entend ça régulièrement. Ils ne sont pas capables d'investir dans, justement, une richesse, une société qui est riche de tout son monde. Et ça va prendre, je ne sais pas quoi. Mais il va falloir qu'on se lève debout à un moment donné et qu'on lui dise « Hey, écoute, c'est toi qui gères notre argent, puis on n'en voit pas la couleur, là. Fait que, s'il te plaît, mets la main dans ta poche puis passe à la caisse. » C'est sûr qu'une des manières de lutter contre la pauvreté, c'est de se mobiliser puis de revendiquer des politiques publiques qui vont dans le sens de l'égalité, qui vont dans le sens de plus de justice sociale, alors que les politiques de certains de nos gouvernements vont dans le sens inverse. On peut penser à la baisse d'impôts d'1,8 milliard de dollars par année qui a été adoptée par le gouvernement cette année. Déjà, on sait qu'il y a environ 35-40% de la population qui ne paye pas d'impôts parce que leur revenu n'est pas assez élevé. Donc, pour toutes ces personnes-là, 35 à 40% des gens, la baisse d'impôts, ça leur rapporte rien. Puis, en fait, plus tu es riche, plus tu payes d'impôts, donc plus tu es avantagé par une éventuelle baisse d'impôts. Donc, nécessairement, une baisse d'impôts avantage d'abord et avant tout les personnes les plus aisées, les personnes les plus favorisées. Alors que le même 1,8 milliard de dollars aurait pu aller dans des services publics. Un mur a été édifié tout au long de la journée afin de recueillir des suggestions et engagements afin de contrer la pauvreté dans notre région. Le 19 janvier dernier à Forestville s'est déroulé le lancement du prix Hommage Angèle Bouchard par la FADOC Région Côte-Nord afin d'honorer un ou une bénévole hors pair en Haute-Côte-Nord. Le but étant de faire reconnaître le travail accompli de nos généreux bénévoles qui permet de briser l'isolement de nos aînés. Un logo représentant la réalité des aînés a été créé spécialement pour l'occasion. Écoutons un mot de l'animatrice de la soirée. Donc, le prix Hommage Mme Angèle Bouchard s'est présenté comme une évidence à la suite du décès de Mme Angèle Bouchard. Ce choc nous a permis de revenir en arrière et de constater toute son implication comme bénévole, mais comme membre aussi de notre conseil d'administration au niveau régional, ainsi que de différents milieux, et ce depuis très longtemps. De plus, nous voulions depuis plusieurs années trouver une solution pour faire reconnaître nos bénévoles nord-côtiers dans nos clubs. Le prix Angèle Bouchard, celui-ci sera décerné à un ou une bénévole qui se sera démarqué dans son club,
je dis bien dans son club, pour son implication, son entraide, son dévouement et le goût d'accompagner les aînés dans une qualité de vie saine. Quelques personnes qui ont côtoyé Mme Angèle Bouchard ont tenu à souligner son dévouement pour les autres. Quand on m'a parlé de cette initiative, d'un prix au nom d'Angèle, écoutez, j'en étais émue. Parce que j'ai connu Angèle, j'ai travaillé avec Angèle, j'ai voyagé avec Angèle. Et je pense être capable aujourd'hui de témoigner de cette dame. Une dame fière, une dame engagée pour le milieu, une femme d'une droiture très importante. Partout dans les organismes où elle a apporté sa contribution, c'était toujours très droit. Elle pensait à tout le monde, ne pas déplaire, bien penser aux besoins, des bonnes réponses aux besoins des gens qu'elle connaissait. Donc, ce prix-là, il est précieux, il est mérité. Une grande dame. Madame Angèle a eu une vie active à son image, curieuse et toujours prête à apprendre de nouvelles choses et surtout généreuse de son temps pour aider tout le monde. Et que dire de la belle personnalité de Madame Angèle? Elle était tellement accueillante, d'ailleurs, l'accueil chaleureux qu'elle pratiquait exprimait le respect et l'amour pour chacun. Madame Angèle était reconnue pour son extrême généreuse de son temps, toujours disponible. Elle avait également une grande soif de savoir et un sens de la justice très développé. De plus, elle a été reconnue pour son sens de la responsabilité, son honnêteté, son professionnalisme. Pour inscrire votre bénévole, il suffit de remplir le formulaire d'inscription dédié au prix Angèle Bouchard. La candidature pour 2023-2024 doit être retournée au bureau régional de la FADOC Région Côte-Nord avant le 8 mars 2024. Stéphane Gaudreau est venu à notre rencontre pour nous parler des activités à venir aux Escoumins lors de la semaine de relâche qui arrive très bientôt. Allô Stéphane, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, super bien aussi. Donc, tu es là ce matin pour nous parler des activités présentées pendant la semaine de relâche. Oui, on a encore cette année plusieurs activités à la municipalité pour la semaine de relâche. Tout d'abord, on a le spectacle du 2 mars, Sandman. Oui, bien ça commence fort avec le fascinateur. Oui, Sandman qui est le garçon de Mesmer, Antoine, qui est déjà venu avec son petit frère. OK. Il est maintenant seul. OK. Juste avant, il vient nous voir juste avant de partir pour l'Europe. C'est une grosse tournée européenne. Donc, il vient nous voir le 2, puis je pense que c'est le 5 qui prend l'avion pour l'Europe. On devrait avoir bien du fun avec lui. C'est un nouveau spectacle. Okay. C'est un nouveau spectacle qui se met en branle. Puis je pense qu'on va avoir bien du fun avec Sandman, puis avec les gens qui vont se repogner par Sandman aussi. C'est surtout ça qui est drôle, qui est comique. Oui. Ouais. C'est un spectacle pour adultes, j'imagine? Ouais, c'est pour tous. Pour tous. Oui, c'est pour tous. Puis c'est 35 35 les billets sont en vente présentement sur lepointdevente.com. D'accord. Ouais. Puis à la municipalité, bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Parfait. Ensuite, le 8 mars. Le 8 mars, on a un spectacle pour enfants qui est Bill Bestiole. Bill Bestiole, il y a des marionnettes, des genres de gros dinosaures. Il y a des, ça s'appelle le dinosaure. Il y a des dinosaures, il y a des tarentules, il y a toutes des affaires de préhistoire, mais il y a des vrais animaux vivants aussi, des vrais bibites. Vous pouvez aller voir je pense sur la page Facebook de la municipalité, on a partagé un extrait là, de son spectacle. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Parce que je l'ai écouté, sa capsule, il y a plusieurs capsules sur YouTube, puis je me suis mis à écouter ça. Je me suis dit, ouais, il est solide, le gars. Puis non, c'est vraiment le fun. Puis en plus, c'est 5 $. 5 $, on fait un prix spécial de semaine de relâche pour les enfants puis les parents puis le kit. Fait que 5 $ semaine de relâche, un vendredi après-midi. À 14h. À 14h, le vendredi après-midi. On va avoir du fun avec Bill Bestiole. Je pense on devrait remplir la salle. Oui, puis nos jeunes devraient aimer ça. Ensuite, la tournée de chasse. Oui, la tournée chasse-et-pêche, la même tournée que les autres années, avec la gang de Jason Tremblay-Morneau et toute l'équipe.
sont chez nous. Cette année, c'est pas à Pâques. Les 2 dernières années, c'était à Pâques tout le temps. Là, cette année, ça donne que c'est pas Pâques. Fait qu'il n'y a pas de défaite pour pas venir. Oui. C'est pas Pâques. Donc, le 23 mars. C'est ça, 23 mars. 23 mars, les billets, il y a des billets un peu partout. Il y a des billets aux Escoumins, il y en a à Bergeronne, il y en a à Sacré-Cœur dans les commerces. Oui, c'est bien identifié ces affiches, billets en vente ici. Oui. Fait que c'est assez facile d'avoir des billets. Puis il y a le point de vente également et à la municipalité, on a encore des billets. Oui. Fait que ça va être une super soirée où ceux-là, les habitués qui viennent là, habituellement à la soirée, tu as plusieurs prix de présence, des prix de participation. On dit 100 000 en prix. Ouais. Quand même. Hein, ouais. Mais ça, c'est en prix, mais c'est pour la tournée. Pour la tournée, pour la tournée, parce que quand tu prends ton billet pour la tournée, ben, eux autres, ils ramassent ton billet. Puis ils mettent tout ça dans un gros baril. Il y a des roulottes à faire tirer, des 4 roues, des pick-up. Il y a plein d'affaires. Mais localement, admettons que si on est 500 personnes, ben, il y a des prix pour eux autres aussi. Des prix pour eux autres aussi. On va avoir des forfaits de pêche, on va avoir plein de beaux prix même, là, à faire tirer. Ça risque d'être très intéressant. Les habitués reviennent toujours. C'est tout le temps des belles soirées. Puis les films sont renouvelés toutes les années. Okay. C'est tout le temps des films neufs de pêche, de chasse. C'est vraiment le fun. Parfait. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. En plus. Donc, on parle en pré-vente 25 et 30 à l'entrée. 30 à l'entrée, exact. Je vais vous revenir avec la semaine de relâche. Les activités de la semaine de relâche, comme je disais tantôt, on n'a pas rien que des spectacles, on a plein d'activités. On va avoir le camp de la relâche aussi, ceux qui veulent s'inscrire au camp de jour de relâche. On va avoir des glissades, on va avoir du patinage, un voyage au Drakkar à Bécomo. Ensuite, on a plein de choses. Tournoi de hockey extérieur, avec des petits buts, puis les pubs devraient passer la semaine prochaine. Donc, on va revenir avec la programmation officielle. On va tout vous redire. Oui, il reste un mois et demi encore. Oui, bien c'est ça. Ça s'en vient, mais en même temps, on a encore le temps. En attendant, acheter des billets. Oui, c'est ça le plus important. Donc, je te remercie, Stéphane. Merci à vous. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Merci. Merci. N'oubliez pas notre gros bingo ce dimanche 4 février avec 4 000 $ en prix. Les carnets sont au coût de 16 $ et la bonanza est à 3 $. Bonne chance à tous les joueurs et joueuses. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.